Bonjour, c'est Gabriel. Aujourd'hui, Sancho Panza, le paysan philosophe. Dans le petit village de la Mancha, bien avant que les moulins à vent ne deviennent des géants dans l'imagination d'un hidalgo voisin, vivait Sancho Panza, homme simple en apparence, mais d'une sagesse rustique qui étonnait ceux qui prenaient le temps de l'écouter. Contrairement à ce que l'histoire retiendrait plus tard, Sancho n'était pas simplement un paysan naïf attiré par les promesses d'aventure. Il était à sa manière un observateur fin de la nature humaine et un philosophe des champs. Chaque matin, en conduisant son âne vers les champs d'orge, Sancho observait les changements subtils du village. Il voyait comment les nouvelles modes venues de la cour transformaient les esprits, comment les livres de chevalerie errante, ces romans à 4 sous vendus par les colporteurs, enflammaient l'imagination des jeunes gens et parfois même celle de leurs aînés. Il avait lui-même feuilleté quelques-uns de ses ouvrages chez le barbier, non par goût pour l'aventure, mais par curiosité pour ce qui pouvait tant captiver ses contemporains. Ce qui distinguait Sancho, c'était sa capacité à voir à travers les illusions sans pour autant mépriser ceux qui s'y complaisaient. Quand il entendait les jeunes du village débattre passionnément des exploits d'Amadis de Gaulle ou des amours impossibles de Florismart, il souriait avec indulgence. Il comprenait que ces histoires répondaient à un besoin profond de merveilleux dans des vies souvent monotones, mais il savait aussi distinguer le rêve de la réalité. Un jour, le fils du meunier vint le trouver au champ, l'épée de bois à la ceinture, la tête pleine de projets chevaleresques. Sancho, lui dit-il, ne vois-tu pas que nous perdons notre temps ici pendant que d'autres couvrent leur nom de gloire? Les routes regorgent d'occasions de prouver notre valeur. Sancho posa sa houe et s'assit à l'ombre d'un olivier. Dis-moi, Miguel, qui nourrit les héros quand ils sont en quête d'aventure? Le jeune homme resta perplexe, puis eh bien, les auberges, les châteaux. Et qui cultive le blé pour le pain des auberges? Qui élève les porcs pour les festins des châteaux? Sancho cueillit un épi et en examina les grains. Chaque grain compte, mon garçon. Les héros de tes livres mangent bien parce que quelque part, un homme comme moi a semé, sarclé, moissonné. Les années passaient, et Sancho développait ce qu'il appelait en lui-même l'art de la patience utile. Il avait appris à écouter les autres parler de leurs grands projets, de leurs rêves impossibles, sans jamais les décourager brutalement, mais en glissant çà et là une question pratique, une observation terre à terre qui les amenait parfois à réfléchir. Cette méthode lui avait valu une réputation de sage dans le village, bien qu'il se défendît de toute prétention à la sagesse. Quand Alonso Quijano commença à montrer les premiers signes de ce que le village considérerait bientôt comme une obsession pour les livres de chevalerie, Sancho fut l'un des premiers à s'en apercevoir. Il observait ce gentilhomme de 50 ans qui délaissait progressivement la gestion de ses terres pour passer des journées entières plongées dans des romans. Contrairement aux autres villageois qui commençaient à ricaner, Sancho éprouvait une sorte de compassion mêlée de curiosité pour cet homme qui cherchait visiblement à fuir une réalité qu'il jugeait insuffisante. Un soir d'été, alors que Sancho revenait des champs, il croisa Alonso Quijano qui errait dans les ruelles du village, l'œil hagard et parlant tout seul de châteaux enchantés et de princesses captives. Au lieu de l'éviter, comme l'auraient fait la plupart des habitants, Sancho s'approcha. « Bonsoir, seigneur Quijano. La soirée est belle pour une promenade. » L'hidalgo s'arrêta et le regarda comme s'il le voyait pour la première fois. « Ah, brave homme, ne vois-tu pas que l'époque a besoin de héros, que le monde sombre dans la médiocrité tandis que nous restons oisifs ?» Sancho hocha la tête pensivement. « Il est vrai que le monde a ses défauts, seigneur. Mais dites-moi, avez-vous déjà essayé de redresser un tort dans votre propre village avant de partir corriger ceux du monde entier ?» Quijano le fixa intensément. « Que veux-tu dire ?»« Eh bien, la veuve Martinez n'arrive plus à entretenir son lopin depuis que son mari est mort. Ses enfants ont faim. »
Ne serait-ce pas là un premier dragon à combattre? L'hidalgo sembla troublé un instant, puis son visage s'illumina. Tu as raison. Mais cela demande de la méthode, de l'organisation. Un chevalier errant ne peut agir seul dans de telles missions. C'est ainsi que commença entre eux une étrange amitié. Sancho comprenait qu'Alonso Quijano avait besoin de ses rêves chevaleresques pour donner un sens à sa vie, mais il voyait aussi en lui un homme généreux, capable de vraie compassion malgré ses fantaisies. De son côté, l'hidalgo trouvait en Sancho un auditeur qui ne se moquait pas de ses idéaux, même s'il les tempérait parfois de considérations pratiques. Au fil des mois, Sancho devint le confident officieux de celui qui se préparait déjà à devenir Don Quichotte. Il l'aidait discrètement à mettre ses affaires en ordre, s'assurer que ses terres ne souffriraient pas trop de son absence et surtout, il réfléchissait à la meilleure manière d'accompagner cet homme qu'il voyait partir vers une aventure dont il ne reviendrait peut-être pas indemne. Car Sancho avait pris sa décision. Non pas par appât du gain ou par naïveté, comme le penseraient plus tard ceux qui raconteraient l'histoire, mais par une forme de loyauté philosophique envers un homme qui, malgré sa folie apparente, incarnait une générosité et un idéalisme que le monde moderne semblait avoir perdus. Sancho savait qu'il ne pourrait pas empêcher son ami de partir en quête d'aventure, mais il pouvait au moins veiller à ce qu'il ne parte pas seul. Ainsi, quand Don Quichotte de la Manche enfourcha finalement Rocinante et proposa à Sancho de devenir son écuyer, ce dernier accepta, non pas comme un paysan crédule, attiré par la promesse d'une île à gouverner, mais comme un homme mûr qui avait choisi de mettre sa sagesse au service de la folie sublime d'un ami. Il savait que les moulins resteraient des moulins, que les auberges ne seraient jamais des châteaux, et que la belle Aldonza Lorenzo ne deviendrait jamais vraiment la dame Dulcinée del Toboso. Mais il savait aussi que parfois, accompagner quelqu'un dans ses rêves peut être plus noble que de le laisser rêver seul. Et c'est pourquoi, si l'on regarde bien, Sancho Panza ne fut jamais vraiment dupe des aventures qu'ils vécurent ensemble. Son rire, ses protestations, ses proverbes terre à terre n'étaient pas les manifestations d'une simplicité d'esprit, mais les outils d'un homme intelligent qui avait compris que son rôle n'était pas de guérir Don Quichotte de ses rêves, mais de l'empêcher de s'y perdre complètement. En cela, Sancho Panza fut peut-être le plus sage des deux et certainement le plus loyal.